la volonté de l'Iran de détenir l'arme nucléaire date de l'époque du Shah d'Iran, lorsque l'Iran était un ami d'Israël et un allié d'Israël et des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui dépasse la simple volonté de soi-disant détruire Israël, cette rhétorique est déjà beaucoup plus une rhétorique mobilisatrice qu'un objectif stratégique. L'objectif stratégique de puissance régionale de l'Iran, pour être une puissance régionale, l'Iran veut se doter de l'arme atomique depuis les années 70. C'était la grande idée du Shah et c'est l'idée de la République islamique iranienne. Il y a une continuité. Donc cet objectif ne peut être atteint que si l'Iran n'est pas bombardé avant d'avoir atteint l'objectif. Bonjour chers abonnés d'Omerta et bienvenue dans ce nouvel entretien exclusif. Avant de commencer, notre nouveau magazine Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe qui est disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes géopolitologue, vous avez écrit plusieurs livres très passionnants, notamment Vers un choc global à l'édition de l'Artilleur. Oui, merci. Retour sur l'actualité, selon plusieurs sources militaires, Israël a mené il y a quelques jours une série de frappes ciblées sur sur de nombreux sites nucléaires, notamment à Natanz, à Fordo, à Ispahan, en Iran, ainsi que sur des installations militaires stratégiques. D'après les autorités israéliennes, l'Iran était à deux doigts d'obtenir l'arme nucléaire. En réponse, l'Iran a lancé une pluie de missiles sur le territoire israélien, faisant au moins 8 morts. Et du côté iranien, selon les autorités iraniennes, au moins 224 morts ont été tués par les frappes israéliennes. Comment interprétez-vous cet enchaînement d'événements entre Israël et l'Iran? Cet enchaînement d'événements entre Israël et l'Iran était tout à fait prévisible et ce n'est pas vraiment l'Iran qui l'a souhaité en fait. Pour une raison très simple, l'Iran a un objectif qui dépasse, si on prend de la hauteur et qu'on parle d'un point de vue géopolitique, la volonté de l'Iran de détenir l'arme nucléaire date de l'époque du Shah d'Iran, lorsque l'Iran était un ami d'Israël et un allié d'Israël et des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui dépasse la simple volonté de soi-disant détruire Israël, cette rhétorique est déjà beaucoup plus une rhétorique mobilisatrice qu'un objectif stratégique. L'objectif stratégique de puissance régionale de l'Iran, pour être une puissance régionale, l'Iran veut se doter de l'arme atomique depuis les années 70. C'était la grande idée du Shah et c'est l'idée de la République islamique iranienne. Il y a une continuité. Donc cet objectif ne peut être atteint que si l'Iran n'est pas bombardé avant d'avoir atteint l'objectif. Contrairement à l'Irak, on se rappelle du bombardement de réacteurs, aussi l'assassinat de différents scientifiques en France, dans le monde arabe, par le Mossad et le service Aman. Et on se rappelle que le pays Irak avait été empêché dans son objectif d'avoir la bombe atomique parce qu'il avait été bombardé et saboté plusieurs fois avant. L'Iran a cru qu'en agitant des proxys, cela pouvait dissuader Israël d'attaquer l'Iran. Les proxys sont essentiellement le Hezbollah, qui a pour mission euh, existentielle, mobilisatrice, de se dire l'ennemi d'Israël et le défenseur de la résistance, etc., libanaise face à Israël. Le véritable objectif, c'est une capacité de nuisance pour harceler la population israélienne régulièrement. Et c'est un peu la raison pour laquelle le Hamas, bien que sunnite, est lié au Qatar, à la Malaisie, au Koweït. Le Hamas, frère musulman, sunnite, a fini par être aidé par la République islamique iranienne, comme le djihad islamique, parce que ces mouvements à Gaza permettaient, ce n'étaient pas des proxys, c'est pas pareil que le Hezbollah. D'ailleurs, aucun proxy n'est totalement, comment dirais-je, servile, mais ils le sont devenus indirectement et à moitié. Donc, pour récapituler, l'Iran veut la bombe atomique depuis très longtemps pour empêcher une action
contre lui, l'Iran a mis en place tout un dispositif d'encerclement d'Israël par des proxys qui peuvent harceler la population israélienne. Et là, c'est pire que les missiles de ces jours-ci, puisque si le Hamas et le Hezbollah avaient frappé en même temps pendant plusieurs mois après avoir économisé des stocks énormes de roquettes et de missiles, Israël aurait été dans une des configurations les plus dangereuses pour son existence, puisque si au nord et au sud, ces deux proxys surarmés avaient frappé, si on les avait laissés se surarmer comme le Hezbollah l'a fait depuis 2006, et le Hamas depuis 2010 s'est réarmé, eh bien, Israël serait dans une configuration extrêmement dangereuse. Donc, l'Iran croyait être prémuni et l'Iran est allé régulièrement vers l'arme nucléaire jusqu'à pouvoir aujourd'hui probablement doté des vecteurs de 2 ou 3, voire plus, ou 5 ogives nucléaires. L'Iran a probablement déjà des bombes nucléaires, mais ce n'est pas certain. C'est une hypothèse que certains experts ont révélée. Et donc, Israël qui voulait frapper l'Iran, mais l'Iran ne faisant pas directement des attentats contre Israël, le faisant faire par des proxys, Israël et l'Iran ne pouvaient pas s'attaquer directement. Il y avait des attaques indirectes, si vous voulez, par proxy interposés, et sont rentrés dans la danse plusieurs années après le Hezbollah et le Hamas, bien sûr, les Houthis, et à la faveur de la transformation de l'Irak d'un régime sunnite laïque à un régime chiite pro-américain, puis ensuite anti-américain, la déstabilisation de la guerre en Irak par les Américains a fait en sorte que l'Irak est devenu aussi à moitié sous contrôle iranien et une partie de l'Irak chiite est devenue aussi une sorte de proxy iranien. Donc on avait 4 proxys, 2 vraiment proches, le Hamas et le Hezbollah, et 2 autres moins proches, mais capables de frapper aussi des intérêts israéliens et américains. Et Israël a compris que pour frapper l'Iran, parce que c'est le vrai but depuis longtemps, d'ailleurs Netanyahou, qui a déjà été au pouvoir il y a 20 ans, avait déjà cette idée, il y a 25 ans. Donc c'est quelque chose de long terme, frapper la tête du serpent, comme disent les Israéliens, ou le cœur de la pieuvre. La pieuvre voulant dire qu'il y a des ramifications et des proxys qui ne sont que des manipulations, ce qui peut être d'ailleurs discuté. Et enfin, pour répondre à votre question, il fallait donc pour Israël se débarrasser tout d'abord du Hezbollah et du Hamas avant de frapper l'Iran, car des armes, des projectiles qui arrivent de l'Iran, de l'Irak ou du Yémen, il y a 10 minutes ou 12 ou 15 minutes pour les missiles et beaucoup plus longtemps pour les drones. On a le temps d'intercepter plus ou moins. C'est plus dangereux, c'est des missiles beaucoup plus dangereux, mais on a le temps d'intercepter. Par contre, les proxys, en cas de guerre généralisée de l'axe de la résistance pro-chiite, pro-iranien contre Israël, il y aurait eu trop de fronts d'un coup. Donc Israël ne pouvait pas, depuis des années, attaquer directement l'Iran sans préalablement avoir dégagé le Hezbollah et le Hamas, ou en tout cas les avoir très très largement affaiblis. D'où le plan de décapitation des élites et des dirigeants et des cadres du Hezbollah qui était depuis très très longtemps étudié, qui s'est étendu également aussi à pas mal de gens en Syrie, avec les pageurs, les talkie-walkie, d'où aussi le renversement de l'horreur pour Israël du 7 octobre, l'horreur du 7 octobre 2023, ce pogrom anti-juif et anti-israélien, que les complotistes disent que ça a été en fait préparé par le Mossad parce que ça profite à la logique des durs en Israël. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je pense que souvent, il y a aussi des corrélations et pas forcément des causalités. Je pense qu'il y a eu véritablement quelque chose qui a échappé à ce que pouvait accepter de risquer Netanyahou dans son jeu dangereux avec le Hamas, qu'il a fait financer ouvertement par le Qatar. Et est-ce qu'il a fait semblant d'être naïf? Est-ce qu'il a été naïf? L'histoire le dira. Mais ce qui est certain, c'est que cette catastrophe, voulue ou pas, elle a permis de donner une légitimité énorme à ceux qui, en Israël, voulaient en finir avec l'Iran et qui savaient qu'il fallait commencer
par détruire les 2 proxys les plus capables de harceler la population israélienne, puisque par le sud ou par le nord, si des centaines de milliers de missiles ou de roquettes, Katyusha ou autres, arrivent sur le sol israélien, et je l'avais vu moi pendant la guerre des 33 jours en 2006, eh bien il y avait des villes entières et le poumon économique d'Israël totalement désertifié, désert. Donc c'était quelque chose d'inacceptable. Et une fois que les 2 proxys ont été très amoindris et décapités dans leur commandement pour le Hezbollah et leur stock d'armes en partie, et carrément de manière humaine et physique et territoriale pour le Hamas, qui existe encore, mais qui est très résiduel et qui a beaucoup moins d'expertise, d'experts, de cadres qu'avant. Il a recruté à nouveau, paraît-il, 18 000 hommes, mais il en a perdu autant et il a perdu des gens expérimentés par des gens qui ne sont pas du tout expérimentés. Donc les deux sont affaiblis et voilà la réponse à votre question. Il était temps, au moment où l'Agence internationale de l'énergie atomique disait que l'Iran était capable bientôt de fabriquer des bombes et qu'il avait été au-delà de 82% de raffinement de l'uranium. Et comme par hasard, 61 jours après que Trump avait dit vous avez 60 jours pour signer un accord, qui était un accord en gros respectabilisation, levée des sanctions, en échange, bien entendu, d'une renonciation aux appareils, au système à la fois balistique et à la recherche et aux centrifugeuses pour avoir le nucléaire militaire. Donc, il n'y a pas du tout de hasard, les choses étaient prévues, mais il fallait une fenêtre de tir, et les fenêtres de tir, c'était le fait que Trump, ça l'arrange bien d'ailleurs, Trump, qui avait promis le chaos si on ne signait pas, eh bien l'avantage, c'est que le chaos, c'est pas lui qui l'a promis. Il dit, vous voyez, je vous avais prévenu, c'est dommage, vous n'avez pas signé, Israël est en train de s'occuper de vous, c'est bien dommage, mais il est encore temps de signer. En gros, lui, il joue le gentil, et il laisse le sale rôle à Israël, qui joue la carte du méchant, ce qui permet à Trump de laisser faire une guerre sans avoir l'air va-t-en guerre. Donc c'est assez malin de la part de Trump. Voilà pourquoi il aide, mais pas de manière frontale. Et il aimerait bien que ça se fasse sans que l'armée américaine intervienne directement. Et selon vous, combien de temps, va tenir, l'Iran et Israël? Moi, je pense que ils ne peuvent pas tenir trop longtemps parce que envoyer des missiles de la part de l'Iran pour saturer Israël, eh bien, il faut en envoyer des centaines par jour parce qu'un système de protection comme le Arrow 1 et 2, comme le David Seals et comme le système d'hommes de fer, en plus des systèmes THAAD et patriotes américains, c'est quand même tout un arsenal, pas uniquement israélien d'ailleurs, mais aussi occidental. Il y a même des Français qui sont dans le jeu, et avec des pays comme la Jordanie, etc. Donc il y a toute une alliance arabo-occidentale et israélienne qui protège Israël, qui participe à l'interception ou aux indications et à l'identification des projectiles. Mais on peut toujours saturer le meilleur système antimissile ou d'interception par le nombre. Donc l'Iran a-t-elle 2000 ou 3000 missiles, comme on le dit, dont certains missiles balistiques et dont quelques missiles supersoniques, ou alors l'Iran en a-t-elle 5000, ce que disent beaucoup, ou certains experts, pourtant des gens raisonnables, notamment des experts américains du MIT, j'ai vu une émission qui faisait allusion à 20 000 missiles, dont beaucoup de missiles balistiques. Donc, suivant que l'Iran ait autant de missiles qu'on le dit actuellement, 2 ou 3 000, ou beaucoup plus, comme le disent certains experts, ça va durer entre 10 et plusieurs mois, entre 10 jours et plusieurs mois. Je pense que le plus probable, c'est que au bout de 10 jours, ça commence déjà d'ailleurs un peu à freiner, parce que tout simplement, même si les Iraniens ont beaucoup de missiles, ce qui leur manque maintenant, c'est les rampes de lancement et les véhicules qui lancent des missiles sol-sol ou air-sol. Ça va être difficile puisque le ciel iranien est presque totalement contrôlé par les Israéliens qui font ce qu'ils veulent. Ils vont bombarder ce qu'ils veulent en ce moment.
Les Iraniens peuvent envoyer des missiles vers Israël, mais ils n'ont pas une grande capacité d'interception. La preuve, les Israéliens se baladent littéralement. C'est une humiliation pour l'Iran, mais l'Iran peut envoyer beaucoup de missiles qui peuvent faire beaucoup de dégâts sur les populations et ils n'ont rien fait. Ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ils peuvent envoyer des missiles supersoniques en nombre pour faire un gros dégât à Tel Aviv. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait, mais ils sont freinés par le nombre de rampes de lancement car les prépositions les prépositionnements d'agents du Mossad et du système Aman ou autres qui sont présents en Iran ont donné beaucoup d'indications sur les sites. Il y a eu des sabotages par des drones téléguidés à distance qui étaient déjà sur le territoire iranien, en plus des bombardements de l'aviation israélienne qui arrivent à faire plus de 1200 km et même plus de 1700 km aller-retour ce sont des prouesses aériennes. Donc voilà, l'Iran a un problème, c'est les rampes de lancement qui ont été fortement endommagées, mais l'Iran peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait aujourd'hui. Il est dans une certaine retenue parce qu'il n'a pas intérêt à ce que, à ce que toute l'armée iranienne soit décapitée par des bombardements massifs qui dureraient des mois si l'Amérique était obligée de rentrer dans la danse. Donc l'Iran doit mesurer ses ripostes de sorte que Trump puisse continuer à ne pas rentrer pleinement dans la belligérance, même si on sait que l'Amérique et Israël se sont concertés. Il y en a un qui jouait le gentil, l'autre le méchant. Apparemment, il y a eu une concertation depuis le début, on le sait très bien. Mais pour l'instant, Trump ne veut pas rentrer directement dans la belligérance. Dans la soirée du 15 juin, un haut responsable militaire iranien a déclaré, je cite, qu'Israël ne sera bientôt plus habitable. Ce type de menace, l'Iran la profère régulièrement depuis 1979, mais dans les faits, elle n'a toujours pas été concrétisée. Comment expliquer que cette menace n'ait jamais été mise à exécution? Eh bien, c'est tout à fait logique. En fait, il y a beaucoup de paroles, vous savez, paroles, et comme dit la chanson de Dalida avec Alain Delon. C'est beaucoup de paroles parce que le but de l'Iran, à mon avis, n'est pas forcément de détruire Israël. Mmh. Ce que dit l'Iran en permanence depuis des années, d'ailleurs, c'est pas exactement détruire Israël, ça, ce sont des éléments qui l'ont dit. Le régime n'a pas utilisé ces expressions telles qu'on les formule très souvent, en tout cas pas de la part du guide et des personnes autorisées. Mais l'idée, c'est de vouloir systématiquement punir ou réduire le Satan israélien, puisque l'Iran recherche, je le répète comme je dis au début, l'Iran, depuis le Shah d'Iran, veut être une puissance régionale. Si on raisonne de manière géopolitique, en élevant un peu le débat. L'Iran veut être la puissance régionale. Elle a trouvé, comme tous les empires, il faut trouver une idéologie unificatrice. Puisqu'un empire, par définition, il va conquérir des gens qui ne sont pas de son groupe ou de sa religion. Donc il faut une idéologie de type totalitaire unificatrice, hein, comme les marxistes, la lutte des classes, les nazis, la lutte des races, les islamistes, la lutte des religions. Et donc l'idéologie qui a été trouvée, c'est un islamisme, mais version chiite, avec un côté messianique, fin des temps, etc. Et ce régime a besoin existentiellement d'avoir Israël comme ennemi pour justifier son emprise sur les pays arabes sunnites. La seule justification de l'Iran pour dominer le Moyen-Orient, c'est de se présenter en défenseur des musulmans, des vrais musulmans révolutionnaires chiites ou aléochites, sachant que l'idée de l'Iran, c'est de discréditer les leaders arabes et sunnites qui seraient tous des traîtres. Seuls les chiites seraient les vrais défenseurs de la nation musulmane contre ses pires ennemis, les juifs. Donc, si vous voulez, ça, c'est de la rhétorique pour endormir les Arabes, parce que les Perses ne sont pas du tout arabes, c'est les grands rivaux, comme les Turcs, des Arabes dans la région. Il y a même un fort mépris envers les Arabes chez les Turcs et chez les Iraniens. Donc, pour faire oublier qu'ils veulent dominer les Arabes, ils séduisent les Arabes avec une rhétorique systématiquement, nous allons détruire Israël. Pourquoi? Afin que les braves gens dans les pays arabes qui ne sont pas forcément très informés, qui ne savent pas à quel point
le régime iranien est tourné contre les intérêts des pays arabes. L'idée, c'est de séduire la rue arabe pour que certaines personnes disent, voyez, le seul qui véritablement veut lutter contre Israël et les sionistes et le Satan juif, etc., El Yehud, ce sont les Iraniens. Donc voilà dans quel contexte je remets ces phrases dont vous parliez. Ça n'a jamais été le but réel. Le but réel, c'est dominer la région en ayant l'air d'être le plus grand résistant contre Israël, ce qu'a réussi à faire croire l'Iran à certains, et ce que le Hezbollah a fait croire à la plupart des Libanais, y compris certains chrétiens, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais ça commence à diminuer, si vous voulez, à chaque fois que l'Iran se fait humilier en étant bombardé sur son sol parce que les Iraniens, ils ont attaqué quoi en Israël? Quelques immeubles, mais ils n'ont pas détruit de manière très précise des centres de commandement, les QG du renseignement, les grands dignitaires, les grands généraux et les grands scientifiques. Ce que fait Israël en ce moment en Iran est une humiliation totale. Et en plus, l'Iran se retrouve totalement isolé. Les pays arabes n'aident pas l'Iran, même un des rares pays chiites, l'Azerbaïdjan, n'aide absolument pas l'Iran. Au contraire, l'Azerbaïdjan est l'ennemi de l'Iran et collabore avec Israël. L'Arabie saoudite, le patron des lieux saints, est totalement contre l'Iran, même s'il y a eu un accord grâce aux Chinois. L'Arabie saoudite rêve que le programme nucléaire iranien soit complètement détruit par n'importe quelle armée d'ailleurs. L'important, c'est que ça soit fait par quelqu'un d'autre pour ne pas mettre en danger l'Arabie saoudite. Mais tout le monde est content de ce qui se passe. Personne ne le dit ouvertement, mais la plupart des capitales arabes sont très contentes de ce qui se passe. Donc les Azéris, les Turcs, les Russes non plus n'aident pas les Iraniens. Personne n'est en train d'aider les Iraniens. Donc, on voit mal comment les Iraniens pourraient détruire Israël, même s'ils avaient la bombe atomique. Les Israéliens ont une trentaine de missiles que l'on peut charger d'ogives atomiques, avec un système de bombardement beaucoup plus efficace, puisque les Israéliens le prouvent, ils peuvent aller sur le ciel iranien sans être interceptés. Donc il y a beaucoup plus, en cas de guerre atomique, il faudrait que les Iraniens envoient 250 bombes pour être sûr de raser et encore. Pour ne pas, parce qu'il ne faudrait pas que ces missiles soient pour percer le bouclier antimissile. Je dis 250, j'exagère, mais il faudrait envoyer des dizaines, voire une centaine de bombes pour véritablement être sûr de détruire Israël. C'est totalement impossible. Par contre, avant que la première bombe iranienne nucléaire ne détruise une partie d'Israël, il est certain qu'avec 30 bombes atomiques, que l'on est sûr de pouvoir envoyer sur le territoire iranien, Israël pourrait pulvériser une grande partie de l'Iran habitable. Donc l'Iran le sait très bien et il n'y a que les naïfs qui croient que l'Iran veut vraiment bientôt atomiser Israël. C'est ce qu'avait dit Chirac. Chirac, qui était assez bon en géopolitique, meilleur qu'en politique intérieure, il disait il y aura un équilibre des puissances si l'Iran est doté de l'arme atomique, mais ça le rendra encore plus raisonnable parce qu'il deviendra une préoccupation de sécurité encore plus vitale pour Israël. Donc le moindre mouvement suspect de transporter une ogive nucléaire suscitera en réaction une atomisation de l'Iran. Et est-ce que selon vous, Benjamin Netanyahou a été, poussé à attaquer l'Iran, par, le parti d'extrême droite, d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich? Oui, tout est possible, mais moi je pense que il y a deux choses qui sont parallèles. Il y a premièrement la volonté de Netanyahou, qui est un ancien des services d'action, dont le frère aussi est un héros dans les services d'action, qui a toujours été un dur, qui vient du Likoud, le parti de Jabotinsky, qui a toujours eu une vision assez particulière des rapports de force. Il a toujours voulu détruire le programme nucléaire iranien et renverser le régime. C'est un néoconservateur, en quelque sorte. Netanyahou, il n'a pas besoin de l'extrême droite. Déjà, il y a des années, il avait cette idée. Il y a 30 ans, ça fait à peu près 30 ans que Netanyahou a cette idée d'en finir avec la pieuvre, comme il l'appelle, qui est l'Iran en pieuvre en tant que tête de toute cette mouvance de l'axe de résistance contre Israël. Mais il est vrai qu'en politique intérieure, plus M. Netanyahou progresse dans le temps, plus il a eu besoin de certains partis pivots,
comme bien sûr le Cash, hein, et Khan Shai et bien sûr, tous ces mouvements, d'extrême droite israélienne qui, ont des visions beaucoup plus radicales, qui sont souvent liées, au sionisme religieux. Parce qu'il y a aussi, des religieux antisionistes, mais les sionistes religieux d'une certaine extrême droite suprémaciste juive israélienne, représentent, des tout petits mouvements, mais suffisamment pivots pour être intéressants électoralement, pour former des alliances. Mais ça, je dirais, ça vient en second. L'idée d'en finir avec l'Iran, ça fait 30 ans que c'est l'obsession absolue de Netanyahou. D'ailleurs, en politique étrangère, il ne parle que de ça. Et côté, Europe mais surtout France, le président Macron a annoncé, je cite: «La France participera aux opérations de défense israéliennes», mais la France est déjà mobilisée en soutien à l'Ukraine. Pourquoi Macron s'implique-t-il à ce point dans ce conflit? Je pense que Macron veut exister. Alors du coup, il a compris que même s'il se fait humilier de temps en temps par Donald Trump, l'important c'est d'exister, c'est qu'on parle de lui. Il est très fier en fait aujourd'hui, même s'il s'est fait, prendre une petite gifle, depuis l'avion présidentiel de Trump qui a dit en gros: «Il est bien sympathique mais il se trompe tout le temps». En gros, voilà, il a tout faux, mais Macron est content parce que l'homme le plus puissant du monde a parlé de lui. De nos jours, les hommes politiques, ce qui compte, c'est qu'on parle d'eux, c'est qu'ils soient au centre. La pire chose pour un homme politique aujourd'hui, c'est d'être oublié. Ça me fait penser que quand j'étais jeune, c'était l'inverse. Les Mitterrand et les Chirac, et même avant eux les Pompidou, le must pour un président à l'époque, c'était de se faire rare, qu'on parle le moins possible de lui. C'était l'absence qui était première. Quel décalage avec les hommes politiques aujourd'hui, et ça a commencé avec Sarkozy et ça a empiré avec Macron, c'est l'omniprésence. Donc, faut remettre tout ça dans ce contexte. Envoyer des hommes en Ukraine, oh ben, on a bien vu la consistance du propos, tout en précisant ils seront loin du front et ils arriveront dans le cadre d'une paix qui aura été concoctée juste avant. Donc on voit mal en quoi c'est une expédition guerrière, hein. C'est vraiment du en même temps. Et pour Israël, c'est pareil. Depuis quelques jours, avec l'Indonésie, avec plusieurs pays, pour un petit peu doubler sur sa gauche le Premier ministre espagnol, qui avait été le premier à reconnaître l'État d'Israël, l'État palestinien, Monsieur Macron a fait tout un pataquès depuis 2 semaines pour être le chef, l'avant-garde des Occidentaux qui allaient permettre la reconnaissance de l'État palestinien pour aussi doubler sur leur gauche les LFI en France et tous les partisans de la Palestine. C'était encore du en même temps parce que moi j'avais vu ce qu'il avait dit en détail. Il associait la reconnaissance il conditionnait la reconnaissance de l'État palestinien au fait que Gaza devait être débarrassé du Hamas en tant que force militaire, que le Hamas devait être totalement désarmé et donc Israël avait le droit de se défendre. Et d'ailleurs, dès que Israël a attaqué l'Iran et que l'Iran a riposté, Macron a été un des premiers à dire qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais en même temps, au rassemblement du Bourget sur les armes, on a bien vu un Macron qui a fait des pressions, il a exercé des pressions pour que des systèmes d'armes offensifs israéliens ne soient pas exposés. Vous voyez, c'est du en même temps. On aide Israël, mais en même temps, on dit qu'on n'aide pas. On défend Israël en lui donnant des systèmes d'armes. Il y a même des marins, pardon, des dockers à Marseille qui ont révélé aussi des envois de différents matériels. Donc, ils ont été pris la main dans le sac dans un double discours total. Ben, l'idée, c'est de plaire à Israël et de satisfaire la solidarité interoccidentale quand Israël est en danger, et en même temps de séduire l'électorat musulman et l'électorat islamo-gauchiste en Europe, qui est de plus en plus puissant et surtout uni derrière la cause palestinienne. Il faut reconnaître que depuis le 7 octobre 2023, les représailles disproportionnées israéliennes ont été telles que ça a créé un climat pour que même des dirigeants qui ne soient pas du tout pro-palestiniens se sentent obligés de surfer un petit peu sur cette vague pour ne pas être complètement déclassés et accusés d'être totalement indifférents. Et donc voilà, on est dans une politique qui n'a aucune cohérence et aucune continuité. C'est comme Starmer en Angleterre,
qui fait plaisir à des pro-palestiniens et juste après, il est le premier à aider au Moyen-Orient, Israël à intercepter les attaques de l'Iran. Donc, vous me direz, la contradiction est humaine et c'est peut-être tout simplement la complexité. Mais il n'y a rien de ce qui est dit en parole qui soit véritablement reflété dans les faits. C'est faites ce que je ne dis pas et dites ce que je ne fais pas. C'est systématique, ou alors on fait ce que l'on ne dit pas et on dit ce que l'on ne fait pas. Est-ce que Emmanuel Macron compte reconnaître officiellement l'État palestinien? Tant qu'il y a une menace sécuritaire à Gaza, qui harcèle Israël, Macron a bien dit que l'État palestinien serait reconnu à condition que, le Hamas soit exclu, comme force, détenant des armes à Gaza. Donc cette condition, structurellement, rend impossible la reconnaissance de l'État palestinien et là, ça prouve que c'est du en même temps parce qu'il pourrait très bien reconnaître l'État palestinien s'il était sincèrement sur le même créneau que ceux qui veulent reconnaître l'État palestinien, parce que Gaza n'est pas contrôlé par l'État palestinien qui, lui, est représenté par l'autorité palestinienne. Donc peut-être qu'il a raison, je ne sais pas, de faire le lien entre les deux, mais s'il vraiment il était dans une démarche absolue de reconnaître l'État palestinien, il le reconnaîtrait tout de suite, comme l'a fait Sanchez en Espagne, et le fait de conditionner cela au désarmement total du Hamas à Gaza, ça montre bien qu'il n'a pas vraiment envie de le reconnaître, que c'est pour faire plaisir à ceux qui lui reprochent de ne pas le reconnaître. Puisque, je le répète, la gouvernance du Hamas, qui a été détruite politiquement et qui survit avec une sorte de guérilla désespérée, n'est pas l'autorité palestinienne. Or, au niveau international, à l'ONU et à l'UNESCO, lorsqu'il y a eu les premiers pas vers une reconnaissance il y a plus de 10 ans, c'était bien l'autorité palestinienne, représentée par Mahmoud Abbas en Cisjordanie, qui était concernée. Mais de facto, la partie de Gaza n'était pas concernée puisqu'elle était en bisbille avec l'autorité palestinienne et il y avait eu des combats pour que le Hamas éjecte l'autorité palestinienne du contrôle de la gouvernance à Gaza. Vous dites souvent que la véritable menace pour l'Europe, ce n'est pas chiite, mais sunnite, notamment celle portée par les frères musulmans. Pourquoi ce mouvement vous paraît-il aussi dangereux? Alors, quand je dis la vraie menace, ça dépend pour qui, hein, bien entendu que, et là, c'est pas du pro-israélisme que de dire: pour Israël, la menace, elle n'est pas chiite, je dirais même pas chiite. La menace fondamentale pour Israël, c'est un État, l'Iran, qui a des proxys, qui, pour exister par rapport aux Arabes sunnites, a mis en place une rhétorique foncièrement anti-israélienne et pour être crédible par la rue arabe quand elle a cette rhétorique antisioniste, eh bien, elle a mis en action des, des dispositifs qui régulièrement attaquent Israël pour que la manipulation soit crédible. Et donc, ça, c'est devenu une menace, parce que même si au départ c'est un discours pour séduire les Arabes, pour que l'Iran domine le Moyen-Orient, ça aboutit quand même à ce que l'axe pro-iranien soit une menace existentielle pour l'État d'Israël. Mais ça, c'est pour Israël. Et ce n'est pas le schisme. Le vrai schisme n'a jamais accepté la doctrine du Vilayet Faqih, qui était la doctrine de Ayatollah Khomeini, qui a été condamné par Ayatollah Sistani, qui était la plus haute autorité du schisme officiel en Irak. Je répète que le vrai schisme a toujours été extrêmement souple d'un point de vue théologique. Il n'a jamais reconnu l'ijtihad, il n'a jamais reconnu la clôture totale, la fermeture des portes de l'ijtihad, donc l'interprétation. D'ailleurs, l'Ajatol Islam, qui est une sorte d'évêque dans le schisme, c'est celui qui a la faculté de faire l'ijtihad. C'est pour ça qu'on l'appelle Ajatol Islam. C'est la même racine que ijtihad. Donc, dans le schisme, il y a toujours eu une possibilité de réforme assez supérieure à celle qui existe dans le sunnisme, qui est beaucoup plus fixée. Les dogmes des 4 écoles juridiques du sunnisme ont été fixés au Xe siècle. C'était dans le schisme, il a toujours existé des capacités de continuer à poursuivre ce qu'on appelle l'effort d'interprétation, l'ijtihad. Et deuxième caractéristique, le schisme, en plus du culte des saints, et du fait qu'il y a aussi des lieux saints à Nadjaf et Karbala, le schisme a toujours été
beaucoup moins théocratique. C'est-à-dire que pendant des siècles, jusqu'à la fin du Shah d'Iran, jusqu'à l'arrivée de Khomeini, jusqu'à la révolution de 79 en Iran, le chiisme était le patron d'un clergé chiite qui s'occupait du clergé, tandis que le pouvoir, depuis des siècles, avait appartenu à des dynasties perses ou d'origine azérie qui contrôlaient l'Iran et qui étaient des dynasties du Shah-in-Shah, qui veut dire le roi des rois, d'où le mot Shah. Et donc le roi avait un pouvoir politique comme le roi en Europe ou l'empereur, et le chef du schisme, le plus haut gradé de la hiérarchie chiite, était le chef religieux. Il y avait un pouvoir religieux distinct du pouvoir politique, tandis que dans le califat islamique sunnite, il y avait une autorité à l'image du Tawhid, qui était une autorité unique, spirituelle et politique. Et donc, je voulais dire par là que c'est une politisation du schisme qui a abouti au régime totalitaire iranien, mais que l'on aurait tort de confondre avec la Perse ou avec le schisme. À mon avis, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que on en vient à votre question sur les frères musulmans. Par qui M. Ayatollah Khomeini a-t-il été influencé pour créer sa doctrine du gouvernement des jurisconsultes? Il a été influencé par le plus grand idéologue radical, djihadiste des frères musulmans, Saïd Qutb. D'ailleurs, il y a une rue, il y a des places Saïd Qutb en Iran. L'influence des frères musulmans, bien qu'étant sunnite, sur la pensée du chiite hétérodoxe Khomeini, qui est considéré par certains chiites orthodoxes comme en quelque sorte quelqu'un qui aurait édulcoré le schisme, il a été influencé par une doctrine sunnite, les frères musulmans. Les frères musulmans sont vraiment une doctrine qui a énormément influencé la vision théocratique de l'actuel système iranien, qui a repris pratiquement toute l'organisation qu'avaient mise au point les frères musulmans dans leur vision d'un monde musulman qui serait idéalement gouverné de façon légitime par des sachants, par des théologiens qui sont les fameux ayatollahs. Donc on voit bien que cette menace, elle est importante pour Israël, la menace iranienne, qui est accessoirement chiite, parce que ce n'est pas le schisme qui a toujours été l'ennemi. Je répète que pendant des siècles, l'Iran, qui était très très proche du peuple juif et qui a été pro-israélienne jusqu'à Khomeini, était chiite. Les chiites ne voyaient aucun problème avec cela. En tout cas, le haut clergé n'aurait pas fait une révolution pour cela. Et enfin, en ce qui concerne l'Europe, je ne dis pas que le schisme n'est pas une menace, que l'Iran n'est pas une menace pour personne, pas du tout, parce que je sais que quand on dit quelque chose qui amenuise, après on est accusé d'être pro-iranien, etc. C'est pas du tout pour minimiser l'Iran, mais en Europe, depuis que la France a remboursé la dette qu'elle devait à l'Iran suite à une affaire de succession de régime, en gros, la France ne se sentait pas concernée par une dette que la France avait contractée auprès du Shah d'Iran. La France avait dit le régime de Khomeini, c'est pas la suite, nous on vous doit rien, etc. Et l'Iran avait perpétré des attentats horribles contre des Français, à la fois au Liban, en Syrie et surtout et en France. On se rappelle dans les années 86-87, il y a eu une vague d'attentats. Et quand il y a eu un règlement de l'histoire des otages et de la dette envers l'Iran, qui a été géré par nos services spéciaux et des gens comme Charles Pasqua, eh bien, il n'y a plus jamais eu d'attentats terroristes islamistes chiites en France. Il y a eu des attentats terroristes islamistes chiites en Amérique latine, notamment en Argentine, contre le centre communautaire Amia, juif, un centre juif, et contre l'ambassade d'Israël. Donc on peut dire que en dehors de la France, qui a eu un problème économique réglé par du terrorisme, et ça s'est arrêté là, il n'y a plus jamais ensuite d'attentats, quand l'Iran mène des attentats terroristes, c'est contre, en général, des intérêts israéliens. Je ne dis pas que c'est bien, mais l'Iran est l'ennemi absolu, existentiel d'Israël, ça fait aucun doute. C'est également l'ennemi du mouvement des forces libanaises et des chrétiens issus de la mouvance Béchir Gemayel au Liban et Samir Jaja, etc. Mais ce n'est pas l'ennemi direct de l'Europe parce qu'il n'y a pas de contentieux territorial et clanique et ethno-national entre l'Iran et les pays de l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, qui frappe
les terrasses, les Bataclans, les gens dans les écoles, juives ou les églises catholiques, qui frappent. Ce sont toujours depuis les années 88, donc depuis que l'Iran a cessé son contentieux avec la France, ce ne sont que des islamistes sunnites qui ont frappé, la France. Pareil pour la Belgique, pareil pour l'Italie, l'Espagne, pareil pour Londres et même les États-Unis, le grand Satan. Eh bien, l'Iran n'a pas perpétré d'attentats islamistes dans les rues de New York ou de Washington ou d'Orlando. Par contre, Daesh, Al-Qaïda l'ont fait. Donc on voit bien que l'ennemi existentiel des peuples mécréants, c'est l'islamisme radical djihadiste. Ça, on peut le dire, puisque le djihadisme en veut à la terre entière, tant qu'elle n'est pas soumise à sa vision, mais elle en veut aussi aux musulmans considérés comme des mauvais musulmans. Par contre, on a tous des ennemis précis. C'est ce que j'ai écrit dans pas mal d'articles et dans l'ouvrage La stratégie de l'intimidation. L'ennemi de l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Donc l'axe iranien est beaucoup plus l'ennemi d'Israël qu'il n'est l'ennemi de l'Europe occidentale. Au-delà des systèmes d'armement et des coopérations, sauf si la France, par exemple, entrait directement dans la belligérance, parce que, par exemple, il y a le blocage d'un détroit, comme Suez avait été bloqué par Nasser en 56, imaginez que la France, l'Angleterre, l'Italie, les pays qui ont un peu une armée plus ou moins qui ressemble à quelque chose, les 3 ou 4 pays de l'Union européenne, y compris même l'Allemagne, la Pologne, admettons 5 pays maximum, s'ils participaient à une guerre en tant qu'acteurs de la guerre, qui envoient des hommes, des bombes, des avions, etc., là, il pourrait y avoir un terrorisme chiite iranien en Europe, parce que ce serait une réponse à la co-belligérance. Mais tant qu'Israël frappe seul, même s'il y a une aide discrète française, on n'est pas arrivé à ce seuil, si vous voulez. Merci beaucoup Alexandre Delval, c'était passionnant et merci à nos chers abonnés d'Omerta d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.